Imaginez un peu la scène. On est en pleine guerre froide, à la fin des années 50. Ouais, l'ambiance bien tendue, quoi. Carrément. On est quelque part dans les montagnes impitoyables de la Šumava. Tu vois, le long de la frontière tchécoslovaque. Des vents glaciaux, des mètres de neige partout. Le climat parfait pour rester au chaud. Bah justement non. Dans une base militaire super isolée, il y a un groupe de scientifiques et de militaires qui bossent. Et attention, hein, ils ne travaillent pas sur un nouveau radar ou une arme balistique secrète. Non, leur projet est purement biologique. Exactement. Leur objectif, c'est carrément de concevoir un être vivant capable de survivre là où la technologie et les animaux domestiques échouent lamentablement. C'est un peu de la science-fiction, mais dans la vraie vie. C'est ça. Bienvenue dans notre exploration approfondie du jour. On va plonger au cœur d'un document historique et scientifique fascinant qui s'appelle Původ Československého volšaka. Ce qui veut dire, pour ceux qui ne parlent pas tchèque, l'origine du chien-loup tchécoslovaque. Notre mission aujourd'hui, c'est de décrypter comment une expérience génétique militaire ultra secrète a finalement donné naissance à une véritable merveille biologique. Et honnêtement, le contraste visuel de cette histoire est juste saisissant. D'ailleurs, j'ai mis un arrière-plan virtuel pour l'occasion. Ah ouais, je vois ça. C'est très thématique. Ouais, ça passe d'un laboratoire militaire austère des années 50 avec des rapports dactylographiés à une épaisse forêt enneigée d'Europe centrale. C'est super immersif. Ben, c'est pour montrer que cette histoire prouve un truc essentiel. La véritable science, l'innovation de rupture, ça ne se fait pas toujours tranquillement dans des laboratoires avec des éprouvettes. Ah non, là, il a fallu se salir les mains. Exactement. Parfois, la science exige de se confronter directement à la nature, d'étudier des loups dans la neige et d'accepter des années de patience et de chaos. Et ça, c'est une leçon géniale pour la jeunesse scolaire, pour tous les étudiants passionnés de biologie ou d'aventure qui nous écoutent. Bon, décortiquons tout ça. L'expérience commence officiellement en 1955. Dans les installations de Libejovice. Voilà. Et c'est dirigé par le colonel Karel Hart pour la garde frontière de la Tchécoslovaquie. Mais pourquoi faire ça? Il y avait un problème logistique très concret. Les patrouilles utilisaient des bergers allemands classiques. C'était la norme à l'époque, hein. Sauf que ces chiens, pourtant super réputés, ils s'effondraient littéralement sur le terrain. Oui, face aux hivers extrêmes des Tatras ou de la Šumava, ils ne tenaient pas le coup. C'est ça, ils tombaient malades, ils avaient des gelures et ils manquaient de bout en bout d'endurance. La physiologie du chien domestique touchait un mur. Ce qui est fascinant ici, c'est l'ambition démesurée du projet au XXe siècle. Il faut bien comprendre ce qu'est la domestication. Vas-y, explique-nous. Eh bien, le berger allemand de cette époque, c'était le produit de décennies de sélection humaine. Une sélection axée sur l'obéissance, la garde de troupeaux, et tout ça dans des climats tempérés. Donc, pas du tout fait pour la Sibérie ou les Carpates. Pas du tout. Et ça a un coût biologique. Les poils perdent de leur densité thermique, la structure des pattes n'est plus du tout adaptée à la neige profonde. En gros, c'est exactement comme si l'armée réalisait que la batterie de son smartphone se vidait trop vite dans le froid et décidait de la remplacer carrément par un réacteur nucléaire. C'est une excellente analogie. Hartel a observé son environnement et il a vu que les loups des Carpates, eux, survivaient sans aucun problème dans ce même froid. Bah oui, il chassait là-dedans comme si de rien n'était. Exactement. Il a aussi regardé du côté des chiens de traîneau nordiques qui étaient super performants parce qu'ils avaient du sang de loup dans leurs veines. Mais attends, une question qu'on pourrait se poser. Pourquoi croiser des loups au lieu de simplement choisir une race de chiens montagne qui existait déjà? Genre un patou ou un husky? Parce que la garde frontière voulait isoler des caractéristiques physiologiques très très précises. Le loup possédait ça à l'état pur. D'accord. Il voulait tester scientifiquement la fertilité, l'hérédité, la capacité cérébrale, l'odorat et les réflexes. Ce n'était même pas pour créer une race de chiens au départ. Ah ouais, c'était vraiment de la recherche pure et dure. Une ingénierie inverse de l'évolution canine. C'est le mot, l'idée était brillante sur le papier. Sur le papier, ouais. Parce qu'on arrive au 26 mai 1958, la date clé. La naissance des premiers chiots. Voilà, la génération F1, issue de la louve des Carpates qui s'appelait Brita et d'un berger allemand nommé César Zbrezowo-Haje. Et là, la théorie militaire se heurte de plein fouet aux dures lois de la génétique et de la nature sauvage. C'est le chaos total. L'armée espérait juste un chien un peu plus costaud et il se retrouve avec une génération qui a entre 70 et 75% d'anatomie de loup. Et le comportement suivait l'anatomie. C'était une catastrophe pour eux. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Ils voulaient un bon petit soldat obéissant, non? Oui, et à la place, ces hybrides montraient une timidité excessive. Un loup ne va pas attaquer sans raison, il fuit d'abord. Donc les chiens de l'armée fuyaient l'entraînement. Carrément. Ils se méfiaient de tout humain étranger.
Et si on franchissait ce qu'on appelle leur distance critique, ils devenaient extrêmement agressifs. Ah, la fameuse distance critique. C'est le périmètre de sécurité, quoi. C'est ça. Chez un chien domestique, on a effacé ça. Tu peux le surprendre, le caresser, mais là, l'armée avait réintroduit un animal sauvage dans ses propres casernes. Mais c'est un échec total. En plus, j'ai lu dans les sources que ces hybrides, vers l'âge de 8 ou 10 mois, ils commençaient à se battre avec les autres chiens. Oui, pour dominer la meute. Et avec leur force de loup, ils gagnaient à chaque fois. L'expérience aurait dû s'arrêter là, non? L'animal était inutilisable pour l'armée. On pourrait le croire, mais cette génération F1 a été une véritable mine d'or d'un point de vue éthologique. Comment ça? Ça a permis aux chercheurs d'observer en direct comment se structure une meute, de comprendre le langage corporel des canidés, la soumission, la domination. Ah, donc ils ont transformé un échec en leçon de science. Exactement. Ils ont compris que le sang de loup vampirisait la génétique domestique. Il fallait juste trouver la bonne recette génétique. En diluant le côté sauvage, tout en gardant les super pouvoirs, en fait. Voilà. Et la méthode pour ça, c'est le rétrocroisement. C'est-à-dire accoupler à nouveau ces hybrides avec des bergers allemands purs, c'est ça? Tout à fait. Pour baisser le pourcentage de sang de loup à chaque génération. Et ça nous amène à la 3e et surtout à la 4e génération. Le fameux point de bascule, la génération F4. Avec le chiffre magique de 6,25% de loups. C'est fascinant parce que, pour nos jeunes auditeurs, c'est le système de crafting ultime d'un jeu vidéo, cette histoire. Une très belle façon de le voir, oui. Bah oui, ils ont gardé les 6% de statistiques magiques du loup pour la barre d'endurance et la vision nocturne, et ils ont rempli tout le reste avec les statistiques de loyauté du chien. Si l'on relie cela à une perspective plus large, c'est bluffant. Normalement, l'évolution prend des millénaires pour faire ce genre de choses. Et là, Karel Hartel a forcé le destin en quelques générations seulement. Oui, ça prouve que la génétique est incroyablement malléable si on a une méthodologie stricte. Surtout quand on voit les capacités phénoménales de ces chiens de la génération F3 et F4. J'ai lu les statistiques de performance dans le document, c'est irréel. Tu penses au test endurance? Ouais, la course de 100 km, 100 bornes dans la neige et sur des terrains accidentés. Et le plus fou, ce n'est même pas la distance, c'est la récupération métabolique. Exact. Après 100 km, ces hybrides récupéraient en 3 à 4 heures. Alors qu'un berger allemand classique avait besoin de 10 à 12 heures de repos après avoir couru seulement la moitié de cette distance. Donc 50 km, et il était hors service pour la journée. C'est vraiment la preuve que le métabolisme du loup a été conservé. Tout à fait. Et en bonus, ils ont hérité d'une vision nocturne améliorée et d'une orientation parfaite en terrain difficile. Bon, en 1965, l'expérience officielle militaire se termine. Ils ont leur super chien en entier. Et sortir de l'éprouvette pour devenir un patrimoine national, ce n'est pas simple. Surtout que le monde canin n'était pas vraiment ravi de cette nouveauté, si j'ai bien compris. Oh, c'était même une résistance farouche. Le monde de la cynologie et l'élevage de chiens, c'est très conservateur. Il y avait notamment les adeptes de Max von Stephanitz, le créateur du berger allemand. Voilà. Eux, ils craignaient que cette hybridation vienne gâcher les propriétés des chiens existants. Pour eux, le loup, c'était le passé sauvage à fuir, pas l'avenir. Ils voyaient ça comme une régression, en fait. Exactement. Il a fallu une immense victoire diplomatique de Hartel et du major František Rosick pour faire accepter la race. Ils ont dû prouver que la race était stable, qu'il n'y avait pas de consanguinité. C'est pour ça qu'ils ont utilisé 4 piliers génétiques sur 25 ans. Ah oui, les fameux 4 loups introduits au fil du temps. Oui, d'abord Brita, la pionnière, ensuite Argo, croisé avec Asta en 1968, Puis le loup Charik pour la branche slovaque en 1974. et enfin la louve Lejdi, le tout dernier rapport de sang sauvage en 1983. C'est un travail de dingue sur plusieurs décennies. Un travail récompensé parce que la chronologie de la reconnaissance finit par avancer. Race nationale en 1982, Ensuite, reconnaissance provisoire par la Fédération cynologique internationale à Helsinki en 1989. et enfin la reconnaissance totale et définitive au Mexique en juin 1999. Alors qu'est-ce que tout cela signifie? Au final, c'est l'ironie poétique de cette histoire qui est incroyable. C'est-à-dire, Ce projet commence comme une expérience militaire ultra secrète pour fabriquer une arme de la guerre froide, un outil pour surveiller les frontières d'un régime. et ça finit comment, hein? Ça devient un symbole de la nature préservée, de l'unité tchécoslovaque, reconnue internationalement jusqu'au Mexique. C'est très vrai. Et cela soulève une question importante concernant la philosophie de Hartel. Laquelle? Son but n'était pas de créer une mode esthétique. Il ne voulait pas juste un chien qui ressemble à un loup pour faire joli. Ouais, pas comme certaines dérives de l'élevage moderne où on sacrifie la santé du chien pour qu'il ait un museau plat ou une certaine allure. Exactement. La vision de Hartel était axée sur la santé et la résistance perdue par la domestication.
Il voulait un corps de loup, mais une âme de chien. Une vraie leçon d'humilité face à la nature. Tout à fait. Pour résumer un peu pour notre jeune audience, ce qu'on vient de voir, c'est que ce qui n'était au départ qu'un test sur l'endurance au froid a abouti à un animal absolument fascinant. Et ça montre bien que la science, ce n'est pas une ligne droite. Ah non, ça demande de la persévérance, il faut accepter l'échec. La génération F1, c'était un désastre logistique, mais ils ont appris de ça. Ils ont ajusté le tir, recalibré les croisements, et ils ont réussi. Exactement. Et d'ailleurs, avant qu'on termine, tu avais une dernière pensée là-dessus? Un truc qui n'est pas directement dans les sources, mais qui s'en inspire? Oui, tout à fait. Le paradoxe absolu de cette histoire est vraiment fascinant. Je t'écoute. Pendant des milliers d'années, l'humanité s'était forcée de domestiquer le loup, n'est-ce pas, Oui? pour s'en éloigner le plus possible et créer le chien de compagnie parfait, docile et prévisible. Oui, c'est l'histoire de la civilisation en gros. Eh bien pourtant, au sommet de notre maîtrise technologique, on a réalisé une chose troublante. Laquelle? Que pour sauver la santé de nos chiens modernes, qui étaient fragilisés par nos propres sélections artificielles, on n'avait pas d'autre choix que d'aller rechercher la rudesse et la force de l'animal sauvage originel. Waouh! C'est vrai que c'est un sacré retournement de situation. Et cela pousse à se demander, au-delà de la biologie, quelles autres de nos créations humaines ou technologiques modernes nécessiteraient aujourd'hui une petite injection de sauvagerie pour fonctionner à nouveau correctement? Ah, ça c'est une question qui donne matière à réfléchir, carrément. On encourage tout le monde à y penser. Restez curieux, n'hésitez pas à remettre en question ce qui semble établi et continuez de creuser les mystères scientifiques qui nous entourent. Merci de nous avoir suivis pour cette exploration. À très bientôt.